Bonjour, donc bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de présenter, même si ça reste assez désagréable de faire des conférences en ligne pour ce genre de public, parce que pas voir les étudiants, c'est un petit peu difficile. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc on m'a demandé de faire une petite conférence pour ce summer camp et je me suis dit que, étant donné mon expérience sur les sujets de la mondialisation, donc j'ai décidé de faire une présentation sur la mondialisation a-t-elle tous les défauts, parce que quand on parle un petit peu, notamment avec des journalistes, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses qui sont des idées très fausses sur ce que c'est le commerce international. Donc, voilà, comme vous êtes finalement des citoyens qui entendaient beaucoup parler de commerce international, de mondialisation, je me suis dit que c'était utile de regrouper un certain nombre de travaux, principalement statistiques, sur le commerce international pour vous donner une idée peut-être un peu plus riche de ce que c'est effectivement le commerce international, quels sont les bénéfices du commerce international et évidemment quels sont les coûts, quels sont les défauts de la structure de mondialisation telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller assez vite pour que vous ayez le temps de poser des questions. La première partie, c'est simplement des chiffres pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'encore une fois, on se rend compte que souvent, on a une idée assez fausse de ce que c'est le commerce international et aussi sur longue période. Donc le commerce international, c'est l'échange de biens et services entre des pays. Et donc c'est quelque chose qui finalement est apparu très tôt. Quand on regarde même dans l'histoire de la civilisation, il y a aujourd'hui des gens qui travaillent sur des données archéologiques et qui étudient déjà des mouvements de commerce international entre différentes parties du monde antique. Évidemment, ces données là, on les connaît très, très mal, parce qu'il y a très peu de données. Il faut vraiment aller récupérer des données archéologiques pour essayer de quantifier un peu l'importance de ce commerce international. Mais le commerce, c'est quand même quelque chose sur lequel on a beaucoup de statistiques. On connaît assez bien les évolutions sur très longue période, parce que typiquement, les pays très tôt ont mis en place des taxes sur le commerce international, parce que c'est une manière assez facile finalement de récupérer des recettes fiscales. Et donc à partir du moment où il y a des taxes sur les flux de commerce international, on peut commencer à construire des statistiques, et quand on a des statistiques, on peut étudier les déterminants, la structure du commerce international. Donc sur ce premier slide, je vous ai mis des chiffres sur assez longue période pour montrer que ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, finalement, c'est quelque chose qui a une histoire très longue et des tendances temporelles qui ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde sur très longue période, on observe des périodes où le commerce international a tendance à s'intensifier, où les flux d'échanges entre les pays augmentent beaucoup. Et puis d'autres périodes où, au contraire, les pays ont tendance à se replier les uns sur les autres dans une forme de ce qu'on va appeler protectionnisme. Donc si on remonte jusqu'au 19e siècle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une première vague de mondialisation à la fin du 19e siècle, qui correspond à une période où il y a eu plein de facteurs qui ont favorisé le commerce international, en particulier le fait que les coûts d'échange international ont beaucoup diminué parce qu'il y a eu des nouveaux modes de transport qui ont facilité l'échange de biens, ce qui a conduit à une augmentation, une intensification du commerce international qu'on mesure ici en regardant quel est le ratio entre la valeur des exportations mondiales, donc la valeur des biens qui sont échangés entre des pays, et puis la production mondiale qu'on va mesurer par le PIB mondial. Et vous voyez dans ce tableau qu'en 1850, on a un ratio d'exportation sur le PIB de l'ordre de 5%, et puis qui a plus que doublé juste avant la Première Guerre mondiale. Okay, donc on a ce premier âge d'or du commerce international qui correspond aussi à la période où il y a un développement important du commerce avec les colonies. C'est aussi une période de colonisation. Donc les empires coloniaux vont beaucoup échanger avec les colonies et ça contribue à augmenter le volume du commerce.
Et puis, entre les deux guerres, en particulier à la suite de la crise de 29, on a une contraction très forte du commerce international. Donc, c'est une période de très fort protectionnisme qui va conduire à une réduction assez forte du volume du commerce rapporté au PIB. Et puis, on observe une deuxième vague de commerce international après la Deuxième Guerre mondiale qui va s'intensifier beaucoup à partir des années 90. Donc, la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, finalement, c'est le résultat de cette deuxième vague de globalisation et qui s'est beaucoup intensifiée, notamment après 2001, quand la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans des périodes où il y a beaucoup de tensions protectionnistes. En 2016, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Donc ça, c'est un repli protectionniste du pays qui décide de quitter une zone de libre-échange, donc une zone de commerce international. Ensuite, à partir de 2018, Trump s'est engagé dans une guerre commerciale, notamment avec la Chine. Donc là, il y a eu beaucoup de pression commerciale. Et puis aujourd'hui, on le voit un peu dans les débats, suite à la crise du coronavirus, il y a beaucoup de questionnements qui se font sur le rôle de la mondialisation et notamment de la mobilité des individus comme un vecteur de la propagation épidémique. Est-ce que, évidemment, la mobilité des individus a tendance à propager le virus et donc a pu contribuer à la crise épidémique dans laquelle on est en ce moment. Donc, on est dans une période où on serait plutôt sur un repli protectionniste, peut-être la fin de cette deuxième grande vague de mondialisation. Du point de vue des pays, évidemment, tous les pays ne participent pas de la même manière au commerce international. Et puis, je l'ai dit, il y a eu un changement très important qui a eu lieu à partir des années 90, c'est qu'un certain nombre de pays émergents, notamment la Chine, ont commencé à participer de manière beaucoup plus intense au commerce international, ce qui a modifié beaucoup la structure du commerce international. Donc pour le montrer, je vous ai juste mis deux petits graphiques. Un premier qui montre qui sont les gros acteurs du commerce international en 1960. Et là, vous allez retrouver globalement que des pays riches, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. Vous voyez, la France en 1960 est le 4e exportateur mondial. Et puis, en comparant avec 2010, on voit qu'en 2010, évidemment, la Chine est devenue le premier exportateur mondial. Aujourd'hui, c'est un peu à égalité avec l'Allemagne, ça dépend un peu des années, mais donc on a la Chine et l'Allemagne qui sont vraiment les deux grosses puissances exportatrices mondiales. Mais on voit que même quand on descend un petit peu, on a beaucoup plus de pays émergents aujourd'hui en 2010, la Corée, la Russie, Hong Kong, Singapour, le Mexique, donc des pays qui étaient plutôt en retard de développement, qui ont beaucoup augmenté leur participation au commerce international et donc leur place dans les exportations mondiales. Évidemment, il y a un pays qui est un peu particulier, c'est la Chine. C'est un pays qui est un peu particulier puisque d'abord, il s'est ouvert très brutalement au commerce international et puis que c'est un pays qui est très, très grand et donc qui tout de suite compte dans le commerce mondial. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois le choc chinois en économie parce que c'est vraiment une modification très importante du commerce international en très peu de temps. Que j'ai montré ici. J'ai essayé de vous mettre dans les slides le plus souvent possible les références pour que si vous avez envie d'aller voir après, vous puissiez regarder. Et donc en particulier, j'ai fait pas mal de graphes à partir de ce site Atlas of Economic Complexity qui permet vraiment de faire plein de graphiques sur le commerce. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là, c'est un peu addictif. On peut regarder plein de dimensions du commerce international. Donc, ce que j'ai montré ici sur ce graphique, c'est la part des produits chinois dans les exportations mondiales pour un certain nombre de secteurs ici, textile, électronique, etc. Et ce que vous voyez, c'est qu'en gros, à partir du milieu des années 90, il y a vraiment une explosion très importante de la part de la Chine dans le commerce mondial, avec, dans le cas extrême, vous voyez le textile, pour lesquels le pays représentait à peu près 15% des exportations mondiales en 1995, et puis aujourd'hui est à plus de 30% des exportations mondiales. Donc 30% des vêtements qui sont échangés sur les marchés internationaux sont produits en Chine. Et donc, on voit qu'il y a eu cette explosion très importante du commerce international
qui n'est pas la même dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont vraiment la spécialité de la Chine. C'était beaucoup le textile au début, et puis de plus en plus, ça a été les produits électroniques. Aujourd'hui, tout ce qui est machine, des produits qui sont de plus en plus complexes et pour lesquels la Chine a une part de marché mondiale de plus en plus importante. J'insiste sur le rôle un peu de la Chine parce que quand on travaille sur des données, comme c'est mon cas, cet épisode de l'explosion de la Chine dans le commerce mondial, c'est vraiment très intéressant statistiquement parce que c'est un cas où on peut vraiment identifier très bien ce qui se passe quand un pays s'intègre aux marchés mondiaux. La plupart du temps, quand un pays s'ouvre au commerce international, ça se fait de manière très progressive. Donc, c'est difficile dans les données de faire ce qu'on appelle une estimation causale, c'est-à-dire d'essayer d'identifier quel est l'impact de l'ouverture d'un pays au commerce international sur un certain nombre de variables économiques. Quand on a un pays comme ça qui est très important et qui s'ouvre très rapidement au commerce international, c'est beaucoup plus facile dans les statistiques d'identifier l'effet spécifique de l'ouverture de la Chine. Et donc, je vais revenir là-dessus dans ma présentation. Il y a un certain nombre de travaux statistiques qui ont été faits qui essayent de regarder quel est l'impact de l'ouverture de la Chine au commerce international sur la Chine, évidemment, mais aussi sur tous les pays qui entrent en concurrence avec la Chine sur les marchés mondiaux. Donc ça, tout à l'heure, si je reviens là-dessus, je parlerai, pour faire court, du choc chinois. Évidemment, quand il y a un pays comme la Chine qui s'ouvre au commerce international, il faut laisser un peu de place, ce qui fait que les pays qui sont les partenaires de la Chine, la France, l'Allemagne par exemple, ont parallèlement évidemment perdu beaucoup en part de marché sur la même période. Donc ici, j'ai fait le même graphique pour la France. Vous voyez que de manière très tendancielle, pendant que la Chine gagne des parts de marché, la France perd des parts de marché dans à peu près tous les secteurs d'activité pour lesquels elle participe au commerce mondial. J'ai mis en comparaison l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'est un cas un peu atypique par rapport à tous les pays développés qui finalement ont perdu des parts de marché quand la Chine gagnait des parts de marché. L'Allemagne a réussi à consolider assez bien sa place dans les marchés mondiaux. Et donc, on voit que sur la même période, quand la Chine était en train de gagner des parts de marché sur tous les pays du monde, en Allemagne, c'était un peu moins marqué, en particulier dans certains secteurs, comme ici, tout ce qui concerne l'automobile. L'Allemagne a finalement résisté assez bien à la concurrence chinoise, alors que la France a beaucoup perdu en part de marché sur cette période. Maintenant, si on est un petit peu chauvin, si on regarde le cas particulier de la Chine, je pense que de la France, pardon, c'est intéressant de regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est le commerce de la France. Donc, sur ce graphique, ce que je montre, c'est la croissance des exportations françaises depuis 1995 jusqu'en 2018. Et puis, comment ces exportations se répartissent entre des exportations vers des pays riches et des exportations vers des pays émergents ou moins riches, en particulier la Chine. Et ce que je veux montrer avec ça, c'est que sur cette période, évidemment, les exportations ont cru. Il y a une croissance globale des exportations qui est de l'ordre de 150%, multiplié par 1,5. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que le très gros de ce qui est exporté par la France est exporté non pas dans des pays émergents, mais plutôt dans des pays riches, donc la partie en jaune ici. Et parmi ces pays riches, la vaste majorité de ce qu'on exporte aujourd'hui, c'est dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est vraiment le premier marché de la France. Et 60% des exportations françaises vont vers le marché unique qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quand on regarde du point de vue des exportations. Du point de vue des importations, vous voyez que ça ressemble beaucoup. Finalement, on importe beaucoup depuis les pays riches et surtout, encore une fois, depuis l'Union européenne. Du côté des importations, on voit quand même que d'abord, la croissance des importations sur la période a été plus forte que la croissance des exportations. Vous voyez que partant d'un même niveau de 100, en fin de période, j'arrive à plus que 200. Donc, les importations ont été multipliées par 2 sur la période.
alors que les exportations ont été multipliées par 1,5, donc ce qui veut dire que le déficit commercial de la France s'est dégradé. On a beaucoup plus augmenté nos importations que nos exportations. Et puis, on voit aussi que du côté des importations, pour le coup, on a une augmentation assez importante de la part des pays émergents dans nos importations. Donc, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, on importe des biens depuis les pays émergents et en particulier depuis la Chine ici qui est en gris. Mais je tiens à insister là-dessus parce que souvent on a l'impression qu'on ne consomme plus que des produits chinois. Vous voyez que ça reste quand même très minoritaire. La plupart des choses qu'on importe depuis le reste du monde, c'est importé depuis les pays riches, depuis l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte? Encore une fois, je suis allée sur ce site qui fait des beaux graphes, de la visualisation, qui permet de voir un peu la structure des exportations françaises. Donc en 2018, la France a exporté 61 milliards de dollars. Et parmi ces 861 milliards de dollars, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on exporte beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est en Bordeaux ici, c'est des services. On est un pays qui sommes très exportateurs de services, en particulier parmi les services, on exporte beaucoup le tourisme, la culture française, ça reste un fort avantage comparatif. On exporte beaucoup ICT, c'est les services aux entreprises, tout ce qui concerne les technologies de l'information, de la communication, c'est quelque chose qu'on exporte beaucoup. Le transport, les services de transport, donc on est tout ce qui est aérien et aussi trafic, fret, etc. Et puis assurance et finances. Et puis parmi le commerce de biens, parce que dans la suite je parlerai beaucoup du commerce de biens parce que simplement on a des meilleures données sur le commerce de biens, là où on exporte beaucoup, c'est tout ce qui concerne la chimie, en particulier la pharmacie. Alors, on en a beaucoup parlé pendant la crise du coronavirus, mais la pharmacie, ça représente à peu près 3% des exportations françaises. On exporte des avions et des voitures, vous le savez. On exporte beaucoup en jaune des produits agricoles, en particulier du vin et de l'alcool. Et puis après le reste, voilà, c'est un petit peu plus limité. Les produits électroniques ici. En bleu, vous avez tout ce qui concerne, qu'est-ce que c'est le bleu, les machines et équipements. Et puis après, on va avoir évidemment très marginal tout ce qui est les matières premières, qui est quelque chose qu'on produit très peu en France. Donc ça, c'est le côté exportation. Quand on regarde du côté des importations, finalement, d'abord, vous voyez que ça se ressemble un peu. On a tendance à exporter et importer un peu les mêmes types de biens. En particulier, on exporte beaucoup de voitures, mais on en importe aussi beaucoup. En termes relatifs, on importe un peu moins de services qu'on en exporte, donc on est excédentaire sur la balance des services. On a un excédent commercial sur les services. Par contre, on a un gros déficit commercial sur les biens. Et voilà, sur les biens, c'est un peu la même chose. Évidemment, on importe beaucoup plus de matières premières qu'on en exporte, puisqu'on ne produit pas beaucoup de matières premières, en particulier le pétrole. Évidemment, c'est un poste important des importations. Et puis, voilà. Sur le commerce international, c'est quand on va un petit peu plus dans le détail, et donc là, on va un peu plus proche de ce que moi je fais dans mes travaux de recherche, par exemple. On se rend compte qu'une des caractéristiques aujourd'hui du commerce international, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des chaînes de valeur, c'est-à-dire le fait que la plupart des choses qu'on échange aujourd'hui sur les marchés mondiaux, ce n'est pas des produits finis, ce n'est pas des iPhones, des voitures, etc., mais c'est des bouts de produits finis, c'est ce qu'on appelle des biens intermédiaires, c'est-à-dire des produits qui sont achetés par des entreprises pour être utilisés comme intrants dans la production d'un bien. Okay, et donc, pour vous illustrer un peu ce que c'est une chaîne de valeur, j'ai mis l'exemple ici du Boeing 787. Donc, c'est un produit fini qui est de nationalité américaine, puisque c'est produit par l'entreprise Boeing. Mais quand on regarde un peu dans le détail, ce qu'on voit, c'est qu'un Boeing aujourd'hui, c'est presque autant un produit canadien, australien, japonais qu'un produit américain.
parce que les composants qui constituent le Boeing ne sont pas du tout produits aux États-Unis, mais sont produits dans plein de pays différents. Donc, par exemple, vous voyez, toujours en étant un peu chauvin, les portes des Boeing sont produites en France. Et donc, la France va avoir, à chaque fois qu'un Boeing est produit, la France va exporter des portes de Boeing vers les États-Unis ou vers l'entreprise où est assemblé le Boeing. Et ça va générer beaucoup de flux de commerce international. Donc ça, c'est une caractéristique très importante parce que c'est quelque chose qui a beaucoup augmenté récemment. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 2/3 du commerce mondial. Donc, un tiers, c'est des biens finis, c'est la voiture, l'iPhone, etc. 2/3, c'est des composants de ces produits finis. Et 50% du commerce se fait dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur internationales, c'est-à-dire si vous voulez, des réseaux d'entreprises qui vont s'organiser pour produire ensemble un bien. Donc là, ici, quand on regarde la production du Boeing, on a une chaîne de valeur internationale qui est constituée par toutes les entreprises ici qui font partie du processus de production de Boeing. Ces entreprises, parfois, elles appartiennent à la même entreprise. C'est des filiales d'entreprises multinationales. Par exemple, on voit ici que Boeing a une filiale aux États-Unis qui fait ici cette pièce-là. Et puis, Boeing va aussi avoir une filiale au Canada qui va faire cette pièce-là de l'avion. Et puis, une filiale en Australie qui va encore faire un autre bout, etc. Donc, il y a un certain nombre de ces flux de commerce qui se font à l'intérieur des entreprises entre leurs différentes filiales. Et puis, il y en a certaines qui vont être externalisées. Par exemple, les portes, j'imagine que c'est un équipementier qui doit être situé près de Toulouse, qui doit faire les mêmes portes pour le Boeing et pour Airbus. Et donc à qui les constructeurs d'avions vont externaliser la production en deux. Ces chaînes de valeur, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié aujourd'hui en commerce international puisque ça s'est beaucoup accentué. On a beaucoup de fragmentation des chaînes de valeur. Une caractéristique que je voulais montrer ici, le graphique, il est un peu difficile à lire, je vous laisserai regarder si vous avez les slides après. Mais une des caractéristiques des chaînes de valeur européennes, c'est qu'elles sont très régionales. En Europe, on a tendance à produire beaucoup au sein de chaînes de valeur, donc de réseaux d'entreprises qui sont de nationalité, disons, européenne, alors que si vous regardez par exemple l'Amérique du Nord, il y a certaines chaînes de valeur qui vont se faire entre les États-Unis, le Mexique, le Canada, parce qu'il y a une zone de libre-échange nord-américaine qui favorise ces flux de production. Mais les chaînes de valeur américaines ont tendance à avoir une proportion plus importante de composants européens ou asiatiques, donc extra-régionaux, alors qu'en Europe, on a tendance à avoir des chaînes de valeur qui sont très concentrées géographiquement par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est une caractéristique importante. Évidemment, c'est une conséquence de la construction européenne. L'Europe, c'est une zone de libre-échange qui s'est ouverte, qui a réduit, qui a favorisé l'intégration du commerce très très tôt. Dès les années 50, il y a eu des accords d'intégration commerciale entre les différents pays européens. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est un espace géographique qui est très intégré avec beaucoup de production qui se fait à l'intérieur de l'Europe. Donc ça, c'est important parce qu'évidemment, quand on entend un peu parler je sais pas, de la production de masques ou de biens électroniques, on a l'impression que la France et l'Europe, on a tendance à beaucoup utiliser des composants, par exemple, venus d'Asie. Quand on regarde statistiquement, on voit qu'au contraire, par rapport à d'autres pays, on a plutôt tendance à avoir un commerce qui est très, très régional. La dernière caractéristique dont je voulais vous parler avant d'aller un peu sur le thème mondialisation, avantages et inconvénients, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui dans mon domaine. C'est le fait que quand on parle de commerce international, on a toujours l'impression on représente ça souvent comme des pays qui échangent les uns avec les autres. Okay, donc on va dire la France a exporté je ne sais pas combien d'avions vers l'Allemagne en 2018. Et donc ça tient au fait que historiquement, évidemment, les données statistiques, elles étaient collectées
parce que ça fait partie des documents comptables de statistiques publiques qui sont produits par tous les pays du monde. Mais ce que ça suggère, hein, c'est que finalement, la spécialité d'un pays, le fait que la France exporte beaucoup de voitures, c'est vraiment une caractéristique très homogène, comme s'il y avait énormément, par exemple, de constructeurs automobiles en France. Ce qu'on voit quand on va un petit peu plus dans le détail des données, quand on commence à travailler sur des données d'entreprise, quand on regarde quelle entreprise exporte vers quel pays, ce qu'on voit de manière générale, que ce soit dans les données françaises comme dans toutes les données de tous les pays du monde, c'est que finalement, le commerce, c'est vraiment quelque chose qui concerne très peu d'entreprises. Donc finalement, les flux de commerce dont on parle, l'échange par exemple entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas un flux de pays à pays, mais en fait, c'est un flux qui concerne quelques entreprises françaises qui interagissent avec quelques entreprises allemandes. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu illustrer sur ces graphiques, hein, qui sont un petit peu plus difficiles à lire, donc je vais y passer un peu plus de temps. Donc ce que montrent ces graphiques, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des données qui couvrent toutes les entreprises françaises, donc toute la population d'entreprises françaises. Et ces entreprises, chacune, j'ai regardé elles ont une activité de commerce international, donc est-ce qu'elles exportent et où est-ce qu'elles importent. Et puis quand elles exportent, j'ai calculé, hein, ce que j'ai mis ici, Foreign Sales Share, c'est la part des ventes de l'entreprise qui viennent de ventes à l'étranger. Donc quelle est la proportion des ventes d'une entreprise française qui se fait à l'exportation via le commerce international. Quand on fait ce genre de graphique, ce qu'on voit, et donc là, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle des distributions cumulées, c'est-à-dire je calcule quelle est la proportion d'entreprises qui n'exportent pas du tout, qui exportent un tout petit peu, moins de 1% de leurs ventes, moins de 2% de leurs ventes, etc. Et j'ai cumulé. Et ça me donne le graphique, la ligne en rouge ici. Donc, ce que vous voyez sur cette ligne en rouge, c'est que d'abord, leur donnée à l'origine est au-dessus de 60%, ce qui veut dire qu'il y a plus que 60% des entreprises françaises hors secteur non échangeable qui n'exportent pas, qui n'ont pas du tout d'activité d'exportation. Et puis, ce qu'on voit aussi, hein, c'est qu'il y a une masse très importante ici, ce qui veut dire que parmi les 40% d'entreprises qui exportent, la plupart exportent très très peu. Elles vont avoir moins de 10% de leur chiffre d'affaires qui va venir du commerce international, de l'exportation. Et puis de l'autre côté, quand on va plus vers ce côté-là de la distribution, on voit qu'il y a très peu d'entreprises. Donc par exemple, si je me situe ici, hein, au niveau 0,5 de l'axe des abscisses, on voit qu'il n'y a même pas 10% des entreprises françaises qui vont vraiment avoir une activité d'export très importante, qui vont exporter plus que 50% de leur production à l'étranger. Et la deuxième chose que vous avez sur ce graphique, c'est une distribution cumulée que j'appelle weighted, c'est la bleue. Celle-là, elle fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de regarder les entreprises, de compter les entreprises une par une, je vais regarder combien ces entreprises contribuent à la production agrégée au PIB. Okay, et donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est que la courbe en bleu est beaucoup plus basse que la courbe en rouge. Donc, en particulier, si je reprends ici les 60% d'entreprises qui n'exportent pas, bah, vous voyez qu'elles contribuent à hauteur de à peu près 20% au PIB français. Donc, tout ensemble, ces 60% d'entreprises, elles vont produire en total que 20% du PIB français. Et à l'inverse, mes 10% d'entreprises ici qui exportent beaucoup, qui font plus que 50% de leurs ventes à l'étranger, elles sont beaucoup plus grosses que la moyenne, ce qui fait qu'elles représentent à peu près 30% du PIB associé. Okay, donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore une fois, je sais que le graphique est un peu difficile à lire, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, il y a très très peu d'entreprises qui exportent, mais ces entreprises, c'est des très très grosses entreprises. Et donc, ce qui fait qu'elles contribuent beaucoup à la fois à la production française et au commerce international. Et c'est ces quelques entreprises finalement qui font la dynamique du commerce international. Le premier graphique que je viens de vous commenter, ça concerne les entreprises qui exportent. Donc, il y a très peu d'entreprises qui exportent et la plupart exportent très peu. Généralement, elles vont exporter
dans un pays limitrophe, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et il y a quelques entreprises qui exportent énormément dans plein de pays du monde et qui sont vraiment celles qui font le commerce de la France. Et de la même manière, hein, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de ce qu'on importe en France. Ce qu'on voit quand on regarde les données d'entreprises, c'est qu'il y a très très peu d'entreprises qui importent. Il y en a moins de 15% des entreprises françaises qui importent quelque chose de l'étranger. Mais de nouveau, ces 15% d'entreprises, elles sont beaucoup plus grosses que la moyenne, ce qui fait qu'elles représentent au total 60% de la valeur ajoutée du PIB français. Okay, donc même chose, hein. On a très peu d'entreprises qui participent au commerce international à l'importation, qui importent une partie de leurs intrants de l'étranger. Mais ces entreprises, elles sont très importantes pour comprendre le PIB français parce qu'elles sont très très grosses. Voilà, donc je prendrai les questions tout à l'heure. L'idée de cette première partie, c'était très rapide, mais c'était d'essayer de vous donner un peu les chiffres clés du commerce international, en retenant encore une fois les grandes tendances, c'est-à-dire le fait que le commerce international, ça se fait beaucoup entre pays riches. Donc la Chine, dont on parle beaucoup, finalement, ce n'est pas très important pour le commerce international de la France. Ce qui compte beaucoup, c'est les marchés européens. La Chine est petite, mais a beaucoup augmenté récemment. Donc, il y a eu un impact très fort de l'ouverture de la Chine au commerce international. Et en particulier, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire des exercices statistiques. Donc, je vais en reparler maintenant. Et puis, dernière chose, quand on parle du commerce international, on parle d'agrégats macroéconomiques. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est vraiment l'activité de quelques entreprises et souvent des entreprises qui vont faire partie de ces chaînes de valeur, donc des très très grosses entreprises qui vont interagir avec d'autres très grosses entreprises dans le monde pour produire des biens très complexes. Ceci étant fait, donc cette longue introduction étant faite, je voulais donc vous discuter un peu les bénéfices et les coûts du commerce international parce que on entend souvent parler finalement des économistes dans les journaux et ces économistes, soit ils ont souvent ils ont une attitude très pro-commerce international, très libre-échangiste. Soit au contraire, ils ont tendance à beaucoup critiquer la mondialisation. Et évidemment, le monde n'est pas blanc ou noir. Donc, dans la réalité, le commerce international a des avantages et des inconvénients. Et donc, je voulais essayer de vous discuter un peu quels sont les principaux avantages et inconvénients. Donc, je commence par les bénéfices. Le commerce international, la manière dont on le comprend quand je l'enseigne, par exemple, à Polytechnique ou quand on fait des cours de commerce international, on commence par réfléchir au commerce international comme une manière pour les pays de produire des choses qui ne vont pas forcément consommer et de consommer des choses qui ne produisent pas forcément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Et plutôt que d'y passer du temps, j'ai mis une petite vidéo d'un site que j'aime bien. Donc, si vous êtes intéressé par l'économie, je vous laisse aller regarder ce site parce qu'ils font beaucoup de petites vidéos très intéressantes. C'est Dessine-moi les cours. L'avantage comparatif. Au XIXe siècle, David Ricardo développe une théorie du commerce international expliquant comment accroître les richesses d'un État. Le postulat de départ de cette théorie est que le système économique de tous les pays doit permettre la libre circulation des biens et des services en supprimant les taxes douanières et tout ce qui peut entraver le commerce. On parle d'un système de libre-échange. Ensuite, chaque pays se spécialise dans la production du bien dans laquelle il est le plus productif, c'est-à-dire là où il dispose du meilleur rapport entre son temps de travail et sa quantité produite. Par exemple, au Portugal, une pièce de drap exige le travail annuel de 90 personnes. Et un tonneau de vin, le travail annuel de 80 personnes. En Angleterre, une pièce de drap exige le travail annuel de 100 personnes. Et un tonneau de vin, le travail annuel de 120 personnes. Le Portugal est donc plus actif dans le domaine. Il dispose d'un avantage absolu sur l'Angleterre. Ce
Cependant, son écart de productivité étant plus important dans le domaine du vin, puisqu'il faut 40 personnes en moins pour produire un tonneau de vin, c'est dans ce domaine qu'il doit se spécialiser. On dit qu'il bénéficie d'un avantage comparatif. Pour l'Angleterre, si sa productivité est inférieure à celle des autres pays, elle devra se spécialiser dans la production du bien dans laquelle elle est la moins mauvaise en comparaison des autres pays, c'est-à-dire ici, dans la production de draps. En effet, c'est là que l'écart de productivité est le moins grand, puisqu'il faut 10 personnes de plus pour produire une pièce de drap. Elle bénéficie donc d'un avantage comparatif dans ce domaine. Si chaque pays se dans le domaine où il est le plus productif, comparativement aux autres pays, le marché mondial pourra bénéficier des biens aux prix les plus attractifs possibles. En effet, selon Ricardo, la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire à sa production. On parle de valeur travail. De ce fait, plus le nombre d'heures de travail pour produire le bien est faible, plus son coût de production est faible, et donc plus son prix est attractif. Pour Ricardo, c'est donc en spécialisant sa production dans ce qu'il sait le mieux faire et en participant au commerce international qu'un pays pourra accroître ses richesses. Voilà, donc je me suis dit que c'était plus simple de vous montrer une petite vidéo, mais donc les deux grandes sources de bénéfices du commerce international en théorie, c'est d'abord cette idée de spécialisation, le fait que grâce à l'échange, le pays peut produire plutôt ce qu'il sait bien produire et acheter à l'étranger les choses qu'il produit avec une faible productivité. Et ça génère un bénéfice pour le consommateur, parce que les consommateurs, grâce à cet échange, vont pouvoir consommer des biens à des prix. Aujourd'hui, évidemment, quand on achète des vêtements au Bangladesh ou en Chine, on achète des vêtements qui sont très peu chers par rapport à ce qu'on pourrait produire aujourd'hui, étant donné la productivité et le coût du travail en France. Donc ça, c'est vraiment la base du commerce international. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le commerce, c'est beaucoup la fragmentation des processus productifs, mais d'une certaine manière, on peut comprendre cette fragmentation exactement de la même manière dans une chaîne de production. L'entreprise, quand on fragmente la chaîne de production, on va pouvoir choisir pour produire chaque étape de la production du bien, l'entreprise, le partenaire qui est le meilleur à produire cette étape en particulier. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver à produire un Boeing en utilisant des portes françaises, parce que peut-être qu'en France, on a le spécialiste de la porte d'avion, alors qu'au Canada, il y a la meilleure entreprise du monde sur la production de certaines pièces des ailes de l'avion. Donc, d'une certaine manière, cette fragmentation, c'est exactement la même logique que ce qu'a décrit Ricardo il y a un siècle et demi, 2 siècles, mais poussé à l'extrême avec des processus de production où on va se spécialiser beaucoup sur des étapes de production très particulières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Et la deuxième raison pour laquelle le commerce international peut générer des bénéfices pour les consommateurs, c'est parce que grâce au commerce international, les entreprises vont pouvoir accéder à un marché plus grand. Si vous prenez l'exemple un peu extrême à l'intérieur de l'Union européenne, prenez l'exemple de la Belgique, un tout petit pays, avec un marché qui est très très limité, très peu de consommateurs. Et donc, dans un marché comme ça qui est très petit, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent produire de manière rentable, surtout dans les secteurs où on a ce qu'on appelle des coûts fixes, c'est-à-dire des secteurs où il y a beaucoup d'investissements à faire pour commencer à produire. Et donc, pour amortir ces investissements, il faut produire à très grande échelle. L'exemple typique, c'est l'aéronautique. Vous voyez qu'à l'échelle mondiale, il y a très peu de constructeurs d'avions. Et la raison pour laquelle il y a très peu de constructeurs d'avions, c'est que pour construire un avion, il faut faire des investissements qui sont vraiment gigantesques. Et ces investissements ne sont rentables que si on produit à une échelle suffisamment importante. Si Airbus avait uniquement accès au marché français, il n'y aurait pas de possibilité de production parce que le marché français de l'aéronautique est trop petit. Et donc Airbus a besoin de participer au commerce international pour produire de manière rentable. Donc, dans ces secteurs où il y a des investissements très importants, des coûts fixes,
Le gain qui est lié au commerce international, il vient du fait que comme les entreprises, il y a un marché beaucoup plus grand grâce au commerce international, il va y avoir plus d'entreprises qui peuvent produire de manière rentable. Et donc, pour les consommateurs, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont avoir plus de choix que ce à quoi ils pourraient prétendre dans un marché fermé. Donc, ça, c'est les deux grandes sources de gains du commerce international. Est-ce que ces sources sont importantes quantitativement? Je vais passer ça parce que je suis un peu en retard. La réponse est un peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit, le commerce international, c'est quelque chose qui se développe très, très lentement. Et donc, statistiquement, c'est difficile d'isoler dans les données les gains qui sont liés au commerce international. Il y a une exception à ça, c'est l'expérience chinoise. Je vous l'ai dit, l'explosion du commerce de la Chine, ça se fait en un temps très, très court. Et donc, grâce à la caractéristique de cette expérience, on peut plus facilement que d'habitude faire des exercices statistiques intéressants pour essayer d'isoler quel est l'avantage, le gain ou les coûts liés au commerce international. Donc, les gains, ce qui était dit dans la petite vidéo, c'est que la raison pour laquelle la spécialisation est utile, c'est parce que ça permet aux consommateurs de consommer des biens moins chers. Quel a été l'impact sur les prix en France de l'intégration de la Chine au commerce international? Il y a des économistes de la Banque de France qui ont fait une étude statistique. Ils essayent d'estimer quel est l'effet de l'augmentation des importations en provenance de la Chine et des pays à bas salaire sur la période 1994-2014 sur les prix à la consommation en France. Il montre un effet négatif sur l'inflation de 0,17 points de pourcentage par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à l'augmentation de notre dépendance vis-à-vis des produits chinois, nous, les consommateurs, on a gagné en pouvoir d'achat équivalent de 1 000 € par an et par ménage du fait de la baisse des prix à la consommation auquel on a eu accès. D'où vient cette baisse des prix? D'abord du fait que certains biens qu'on achetait avant domestiquement, on s'est mis à les acheter à la Chine et ils sont moins chers. Typiquement, je donnais l'exemple du textile. Le textile produit en Asie est beaucoup moins cher que le textile produit en Europe. Donc, quand on achète des vêtements qui ont été produits en Asie, on a une économie en termes de pouvoir d'achat. La deuxième source de cette baisse de prix, c'est que certains biens qu'on achetait avant dans des pays assez chers, on s'est mis à les acheter plutôt dans des pays à bas salaire. Et donc, de nouveau, on a eu des économies liées à la baisse des prix de nos importations. Et le dernier effet qui est assez important, enfin qui est aussi important que les deux autres, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, c'est que comme il y a eu un choc très important sur la concurrence, les entreprises françaises se sont mises concurrencées par des entreprises chinoises. Ces entreprises, elles ont eu tendance à baisser leurs prix. Et donc ça, de nouveau, ça a bénéficié aux consommateurs. Donc tout ça ensemble, ça fait une économie de 1 000 € par an et par ménage liée à ces flux de commerce en particulier qui, je vous l'ai montré, ne sont pas très importants quantitativement. Mais c'est vraiment ça qui génère ces 1 000 € de gain de pouvoir d'achat. Deuxième gain lié au commerce international, le commerce international, c'est une source de croissance. Ça permet aux pays d'accroître leur croissance, de produire, d'augmenter la vitesse d'accumulation de la production. Et ça, en particulier, c'est intéressant pour les pays les plus pauvres, puisque quand un pays pauvre croît, ça va aussi aider à sortir un certain nombre d'individus de la pauvreté. Donc, de nouveau, pour essayer de mesurer est-ce que c'est gros ou pas, ces gains-là, on fait des analyses statistiques, mais plutôt que de parler des analyses statistiques, je donne ici juste l'exemple du Bangladesh, qui est un pays qui a énormément augmenté sa participation au commerce international à peu près en même temps que la Chine. C'est un pays qui s'est surtout spécialisé dans le textile, vous le voyez, aujourd'hui, vous allez chez Zara, chez H&M, les vêtements que vous achetez, ils ont été beaucoup produits au Bangladesh. C'est un pays pour lequel on a beaucoup critiqué le commerce international parce qu'effectivement, les gens qui travaillent pour ces grandes marques, souvent, ils travaillent dans des conditions qui sont très difficiles. Mais c'est aussi un pays qui a beaucoup bénéficié en termes de croissance de ce commerce international. En particulier, on peut le regarder en regardant le taux de pauvreté.
extrême, donc des gens qui n'ont pas assez à manger pour vivre au quotidien. Et on estime que le taux de pauvreté est passé en 20 ans de 44 à 15% de la population. Il y a eu des gains de croissance très importants liés au commerce international qui ont sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Et ce qu'on montre aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que la participation aux chaînes de valeur internationales, donc pas seulement le commerce, mais cette fragmentation des chaînes de valeur internationales, ça a un effet beaucoup plus important sur la croissance. C'est un type de commerce qui est très générateur de croissance. Donc ça, c'est pour les bons côtés. Maintenant, quels sont les coûts du commerce international? Donc, la première chose, c'est une caractéristique très importante, c'est que globalement, le commerce international génère des gains, des bénéfices pour les consommateurs, mais ces bénéfices, ils ne sont pas du tout partagés équitablement à l'intérieur d'un pays entre les différents individus. Donc ça, je l'ai illustré ici sur ces petites cartes, où j'utilise de nouveau l'expérience chinoise, parce que, encore une fois, c'est intéressant du point de vue statistique. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement regarder, étant donné la structure de la production en 1995, quels sont les territoires français qui ont beaucoup souffert de la concurrence des importations chinoises, c'est le graphique ici en rouge, et quels sont les territoires qui se sont beaucoup développés parce qu'ils ont commencé à exporter beaucoup vers la Chine. Et donc évidemment, ça, ce n'est pas les mêmes territoires nécessairement, parce qu'en 1995, on ne produisait pas la même chose en Lorraine et en Gironde. Et il se trouve que les importations depuis la Chine, elles ont été surtout très fortes dans le textile, dans l'électronique, etc. Alors que ce qu'on exporte vers la Chine, c'est beaucoup des produits agricoles, de l'agroalimentaire, du luxe, etc. Et donc, quand on regarde finalement quels sont les départements qui gagnent, quels sont les départements qui perdent, vous voyez que ces deux cartes, elles sont presque finalement symétriques. C'est-à-dire que, en gros, la diagonale nord-est française est celle qui a beaucoup souffert de la concurrence des pays à bas salaire. Donc moi, je suis Lorraine, vous voyez, la Lorraine, c'est vraiment un peu le carnage parce qu'en Lorraine, on produisait beaucoup d'automobiles, la sidérurgie, tout ce qui est métallurgie. C'est quelque chose qui est entré très fortement en concurrence avec des produits chinois. Et donc, c'est des productions qui se sont beaucoup écroulées après l'entrée de la Chine dans l'OMC. À l'inverse, évidemment, le secteur de Toulouse, Bordeaux, c'est un secteur qui est très dynamique en ce moment et c'est un secteur dans lequel concentre beaucoup les entreprises qui exportent vers la Chine. Évidemment, il y a tout ce qui concerne le vin, qui est beaucoup exporté en Chine, l'agroalimentaire, donc ça c'est plutôt la Bretagne qui produit beaucoup ces biens-là, et puis voilà, un certain nombre de produits plus de luxe, etc., qui sont produits un peu partout. Donc vous voyez évidemment que quand on regarde ces deux cartes, on se rend bien compte que ce n'est pas les mêmes personnes qui souffrent de la concurrence exercée par la Chine et celles qui bénéficient des nouvelles opportunités qui sont créées par le commerce international. Et donc ça, on peut le montrer comme ça très simplement avec une petite carte, mais c'est vrai plus généralement, dans les travaux statistiques, on montre que ce n'est pas les mêmes qui gagnent et qui perdent. Les travailleurs ont tendance à plus perdre et les détenteurs de capital gagnent plus. Parmi les travailleurs, les qualifiés s'en sortent, les non qualifiés souffrent plus. Les grandes entreprises se développent, les petites on observe des défaillances. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes individus qui gagnent et qui perdent. Toujours en utilisant le choc chinois, j'ai mis une référence à un papier qui estime que les importations en provenance de Chine ont détruit 100 000 emplois en France sur la période 1995-2007. Donc ça, c'est des emplois qui ont été détruits à cause de la concurrence exercée par la Chine. On ne compte pas évidemment les nouveaux emplois qui ont été créés grâce aux exportations vers la Chine. Mais ce que je viens de vous montrer avec ces cartes, c'est que ceux qui ont perdu leur emploi, c'est beaucoup des gens qui sont localisés ici. Ceux qui gagnent des emplois, c'est ceux qui sont ici. Donc, pour que les gains soient bien partagés, il faudrait que les travailleurs qui se retrouvent au chômage ici
bouge vers les secteurs les plus dynamiques, ceux qui bénéficient du commerce international. En pratique, c'est évidemment difficile parce que d'abord, c'est pas facile de déménager, ça implique des coûts. Et puis aussi parce que les gens qui travaillaient dans la métallurgie ne peuvent pas toujours devenir viticulteurs. Donc ça, c'est un problème très important du commerce international qui a été énormément fait, qui peut aussi expliquer pourquoi les individus n'ont pas toujours le même sentiment vis-à-vis du libre-échange. Évidemment, si on est sidérurgiste dans Moselle et qu'on se retrouve au chômage, on s'en fiche un peu qu'il y ait des gens qui aient gagné grâce au commerce international des parts de marché. On regarde sa situation et très légitimement, hein, on est beaucoup plus anti-libre-échange que si on est né dans une région très dynamique qui bénéficie beaucoup de l'export. Donc ça, c'est le premier effet. Je suis en train d'être en retard, non? C'est ça? Non, personne ne parle. Je ne sais pas s'il y a encore des gens. Bon. La deuxième faiblesse du libre-échange dont je voulais parler, c'est la dépendance. Évidemment, à partir du moment où on se spécialise, on devient dépendant du reste du monde sur certains types de biens. Et donc ici, j'ai mis un exemple dont on a beaucoup parlé récemment, c'est ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Tout d'un coup, on a besoin de produits très spécifiques, les masques, les visières de protection, certains médicaments, etc. Et on s'est rendu compte que ces biens-là, on ne les produisait pas en France. Pourquoi on ne les produit pas en France? Parce que ce n'est pas l'avantage de la France, donc on dépend du reste du monde sur ces biens-là. Donc ici, je vous ai mis des exemples. Je suis en retard, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais on voit hein, notamment, par exemple, les gants chirurgicaux. C'est quelque chose qu'on ne produit pas en France et qui est principalement produit à l'échelle mondiale en Malaisie. C'est une grosse spécialité de la Malaisie. Donc ça, c'est un risque important hein, parce que quand on a besoin de ces biens-là, bah, finalement, on dépend du reste du monde et les risques géopolitiques, par exemple, peuvent être embêtants quand on dépend beaucoup du reste du monde sur des biens très stratégiques. Le dernier chose dont je voulais parler, c'est évidemment l'environnement. Hein. Un des gros problèmes du commerce international, c'est que le commerce international contribue au réchauffement climatique. Donc ici, je vous ai mis une table pour vous donner un ordre d'idée. Alors, cette table, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare quelles sont les émissions qui sont dues au commerce international et quelles sont celles qui sont dues à la production de biens domestiques, c'est ces deux colonnes ici. Et puis, il sépare aussi en fonction des émissions qui sont dues au transport des biens et celles qui sont dues à la production des biens. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde, donc la raison un peu, quand on y réfléchit spontanément, on a tendance à se dire le commerce international, c'est forcément mauvais parce qu'on transporte les biens plutôt que de les produire localement. C'est pour ça qu'on entend toujours dire qu'il faut produire local pour ne pas polluer. Ce qu'on voit d'abord, c'est que le transport représente que 10% des émissions mondiales de CO2. Donc la plupart des raisons pour lesquelles on pollue, c'est quand on produit. C'est quand on produit qu'on pollue beaucoup. Le transport représente finalement assez peu. Évidemment, c'est assez peu, mais c'est toujours des émissions. Hein, donc, même chose, hein, on pourrait déjà au moins supprimer ces émissions de CO2. C'est une bonne idée. Il y a un hic, et le hic, c'est que parfois, quand on produit localement, on va produire, on économise le transport, le CO2 qui est dépensé dans le transport, mais parfois on produit moins efficacement et donc plus polluant. En particulier, hein, si on pense à ce que j'ai dit au début, quand on a des grosses économies d'échelle, dans les secteurs où c'est très utile de concentrer la production, quand on se met à produire dans plein d'endroits différents, bah finalement, on produit à plus petite échelle et souvent, on va produire avec une intensité en CO2 qui est plus importante. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le commerce international contribue au réchauffement climatique et c'est un énorme problème. Il faut trouver une solution à ça. Mais c'est un problème qui est difficile à résoudre parce qu'il ne suffit pas finalement d'arrêter d'échanger pour ne pas polluer. Il y a des arbitrages et parfois, il vaut mieux transporter les biens et les polluer un petit peu sur le transport, mais économiser beaucoup sur la production en termes de CO2. Je m'arrête ici. Dernière conclusion, il y a des problèmes. Le commerce international hein, génère des gains, mais aussi des coûts, et donc il faut traiter les coûts. Et donc ici, hein, j'ai mis quelques pistes. Hein, comment on fait pour finalement traiter les problèmes du commerce international? Ce qui est important, et ce sur quoi je voulais finir, c'est rappeler que finalement, c'est important de savoir quel problème on veut traiter pour choisir la bonne solution.
suis un peu en retard, donc je vais juste donner l'exemple de l'environnement. Je vais vous dire, hein, le commerce international crée des externalités environnementales, contribue au réchauffement climatique. C'est un problème énorme et il faut le traiter. Quelle est la bonne manière de répondre à ça? Je vous l'ai dit, la bonne manière, ce n'est pas forcément d'arrêter de faire du commerce international, parce que parfois, quand on produit local, on produit plus polluant. Si demain, on se met à produire toutes les tomates en France, on va produire avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il se trouve qu'en Espagne, les tomates poussent beaucoup mieux, et donc polluent beaucoup moins quand on les produit en Espagne. Quelle est la bonne solution dans ce cas-là? C'est ce qu'on appelle la tarification du CO2, c'est-à-dire le fait de faire payer la pollution par les producteurs et donc au final par les consommateurs. Parce qu'évidemment, quand on fait payer aux producteurs leurs émissions de gaz à effet de serre, les producteurs finalement augmentent leur prix et c'est le consommateur qui finit par payer pour la pollution. Et ça, c'est une bonne chose parce que quand on a des prix qui reflètent le niveau de la production, en tant que consommateur, on est beaucoup plus capable de savoir quelle est la consommation raisonnable, qu'est-ce qui est un bien qui pollue trop et qu'est-ce qui est un bien qui pollue relativement peu. Aujourd'hui, c'est très difficile à dire parce qu'on n'a pas de notre prix, on ne sait pas quel est le contenu en CO2 d'un bien. Si demain, on se met à tarifer le CO2 de manière systématique, c'est-à-dire si on fait payer aux entreprises leurs émissions et que les entreprises répercutent le prix de ces émissions sur les prix, vous serez capable de dire ça c'est un bien qui est très cher, il est très cher parce qu'il est très polluant et donc je vais m'abstenir de le consommer et je vais plutôt reporter vers un bien qui sera moins cher parce que moins polluant. Par un bien qui aura été produit localement et donc la tarification va réduire le commerce international. Mais parfois, ça sera un bien qui a été importé parce que c'est un bien qui potentiellement est importé avec un contenu en CO2 beaucoup moins important. Pour que ça marche, ça existe déjà en Europe. Et pour que ça marche, il faut évidemment qu'on tienne compte de toutes les émissions de CO2. Aujourd'hui, en Europe, on tarifie le CO2. Donc les entreprises payent pour leurs émissions de carbone. Mais ce qu'elles ne payent pas, c'est les émissions de carbone qui ont été produites à l'époque. Elles importent une partie de leurs intrants, elles achètent un bien, mais elles ne payent pas le CO2 contenu dans ces biens. Et ça, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, à peu près 50% de l'empreinte carbone des entreprises, il vient de ce qu'elles importent de l'étranger, donc de la pollution qu'elles ont finalement délocalisée à l'étranger. Et donc ça, c'est un problème important qui peut être résolu en utilisant la politique commerciale, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, du point de vue théorique, en tout cas, ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais du point de vue théorique, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de tarifer le CO2 et d'aligner la politique commerciale sur cette tarification, de façon à ce que quand on importe un bien qui a été produit avec un processus de production très polluant, il faut que le prix de ce bien soit très important afin que les entreprises se mettent petit à importer des biens qui sont moins polluants ou à produire localement avec des technologies polluantes. Voilà, je suis un petit peu en retard, je m'excuse, je n'ai pas trop vu le temps passer. J'espère que je peux quand même prendre des questions. Vous êtes encore là, Isabelle? Oui, oui, d'accord. J'attendais s'il y avait des questions. Je sais qu'il y a eu une question de Luc qui est est-ce que l'indice de Gini de la Chine a évolué significativement après son entrée sur le marché mondial? En termes de revenus ou en termes de…
Je ne sais pas si Luc peut préciser. Je pense qu'ils pensent en termes de revenus, parce qu'effectivement, c'est une bonne question. La Chine, donc, qui est entrée sur les marchés mondiaux, elle a bénéficié de 20 ans de croissance à deux chiffres. Et donc ça, évidemment, ça a tiré énormément de gens de la pauvreté. Ces gains, ils n'ont pas été partagés équitablement. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus gagné que d'autres. Globalement, les inégalités dans un pays, elles ont beaucoup diminué, les inégalités ont beaucoup diminué, donc l'indice de Gini a eu tendance à diminuer. Hein. C'est un pays qui est aujourd'hui moins inégalitaire qu'il y a 20 ans, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser, parce qu'effectivement, il y a énormément d'individus qui sont sortis de la grande pauvreté. C'est tous les travailleurs finalement qui étaient employés dans l'agriculture avec des niveaux de revenus très très faibles. Il y a eu des migrations massives de l'agriculture vers l'industrie, donc ça a permis à une grosse classe moyenne de se développer. Et aujourd'hui, hein, le développement de cette classe moyenne, finalement, ça a beaucoup contribué à réduire les inégalités. Après, il y avait donc toujours de la même personne qui demande est-ce que les taxes à l'import fonctionnent pour avantager les entreprises nationales? C'est un peu difficile de répondre. En principe, non. Donc aujourd'hui, on négocie beaucoup les taxes à l'importation dans le cadre de l'OMC, donc c'est l'Organisation mondiale du commerce, et les baisses de tarifs. En fait, elles résultent de négociations multilatérales. Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question. C'est un jeu assez compliqué où on a tous les membres de l'OMC qui négocient ensemble et qui négocient sur des baisses globales de tarifs. Donc, l'idée, hein, c'est justement d'essayer d'avoir des baisses qui résultent finalement certains pays vont réclamer une baisse des tarifs sur certains biens pour exporter vers l'Union européenne, et en échange, l'Union européenne va demander des baisses de tarifs sur d'autres biens, etc. Donc, ça, c'est le principe général. Donc, en principe, non. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une littérature très nouvelle et où il y a très peu de travaux empiriques, mais il y en a un petit peu. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, ce monde un peu idéal, il marche dans le cadre de l'OMC. Mais il y a beaucoup de négociations qui se font en dehors de l'OMC, en particulier dans ce qu'on appelle les traités de libre-échange. Et quand on regarde, quand on a des données, en fait, on se rend compte que les négociations sur les traités de libre-échange, elles sont assez fortement influencées par des effets de lobbying. C'est-à-dire que pour certains pays, par exemple aux États-Unis, les entreprises qui dépensent de l'argent pour faire de lobbying, elles sont obligées de le déclarer. Donc, il y a de l'information statistique sur qui sont les entreprises qui font du lobbying auprès de tel sénateur américain. Et ce qu'on se rend compte quand on étudie ces dépenses de lobbying des industries, c'est que finalement, les industries font du lobbying aussi sur la politique commerciale pour essayer d'influencer les baisses de tarifs. Donc, la réponse à votre question, c'est dans le cadre multilatéral, en principe, non. Les baisses de tarifs, elles se font sur un système de donnant-donnant, donc c'est pour avantager un pays étranger et en échange avoir autre chose. En pratique, ce qu'on voit sur les données américaines, mais c'est probablement vrai aussi en Europe, c'est juste qu'on ne le sait pas, c'est que de plus en plus, comme c'est des très grosses entreprises qui bénéficient beaucoup du libre-échange, ces très grosses entreprises ont aussi les moyens financiers de faire des dépenses de lobbying. Et c'est assez probable, en tout cas ça semble être le cas statistiquement, que ces activités de lobbying, finalement, elles contribuent elles affectent la politique commerciale. Je veux dire que ce qui est négocié n'est pas toujours négocier pour le bien du consommateur, mais parfois pour le bien d'entreprises et d'intérêts particuliers pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment une littérature très nouvelle qui est hyper intéressante. On savait vraiment très peu de choses jusqu'à... Et comme il y a des nouvelles données, finalement, on se rend compte de la manière dont ça marche en pratique avec l'influence des lobbies qui est plus importante que ce qu'on pense. Alors, ensuite, il y a Verseiteo qui demande si vous auriez un exemple entre un prix actuel d'un bien et le prix avec la tarification.
Alors, ça dépend beaucoup, mais alors typiquement, pendant la guerre commerciale sino-américaine, ce qu'on a vu, c'est des augmentations de tarifs de l'ordre de 20%, c'est-à-dire que le prix est augmenté 20% à cause de et donc, sur quand même pas mal de biens, il y a eu des augmentations de tarifs qui sont très, très importantes. Quand on regarde dans des périodes plus normales, en moyenne, les tarifs ils sont très, très proches de zéro. C'est très, très faible aujourd'hui, justement, parce que dans le cadre de l'OMC, on a beaucoup négocié des baisses de tarifs. Donc ça a beaucoup diminué les tarifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique commerciale, parce que d'une part, il y a encore ce qu'on appelle des pics tarifaires, c'est-à-dire le fait que dans plein de secteurs, les tarifs vont être égaux à zéro. Et puis parfois, pour un produit particulier, on va avoir des niveaux de tarifs très importants, de l'ordre de 100%, 200%, etc. Alors, par exemple, il y avait l'exemple à un moment du Roquefort français aux États-Unis qui était taxé de l'ordre de 200% parce que c'était un produit sur lequel il y avait beaucoup de pression sur le protectionnisme. Donc, d'une part, il y a encore, donc en moyenne, les tarifs sont très faibles, mais il y a encore des pics tarifaires. Et la deuxième chose qui a beaucoup et qui est très difficile à diminuer, c'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire le fait que les pays ont tendance, comme ils ne peuvent pas imposer des tarifs parce que c'est ce qui est négocié dans le cadre de l'OMC, ils vont essayer de mettre en place d'autres barrières pour désavantager les producteurs étrangers par rapport aux producteurs domestiques. Donc, par exemple, de la régulation, ils vont rajouter des normes, des règles qui vont faire que ces normes s'appliquent à tous, puisque sinon ça ne serait pas légal dans le cadre de l'OMC, mais elles vont avantager les entreprises domestiques qui peuvent déjà avoir adopté ces normes. D'accord. Et après, on a Harry Reeves qui dit que sur CNN, il y a un article disant qu'à cause du Brexit et de la crise du coronavirus, le Royaume-Uni pourrait devenir un pays émergent. Et du coup, il vous demande ce que vous en pensez. Un pays émergent, c'est quand même un grand mot, donc ça c'est plus un mot de journaliste, mais ce qui est sûr, c'est que le Brexit va coûter très cher aux Britanniques, il va coûter cher aussi aux Européens parce qu'on perd l'accès au marché britannique et puis qu'on a des chaînes de valeur qui sont déjà très imbriquées. Hein. Il y a certains biens qu'on produit avec des pièces anglaises et d'autres pièces françaises, donc tout ça c'est des chaînes de valeur qui vont être très désavantagées par le Brexit, quelle que soit l'issue des négociations. Mais évidemment, celui qui perd le plus, c'est le Royaume-Uni, parce que les entreprises britanniques, qui avant pouvaient vendre sur tout le marché européen, elles vont se retrouver à avoir un marché domestique qui devient très petit, c'est uniquement le Royaume-Uni. Et puis, bien sûr, elles vont continuer à vendre en Europe. Peut-être qu'elles vont vendre avec des niveaux de tarifs très faibles, parce que c'est probable qu'on arrive à un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Mais même si on arrive à un accord de libre-échange, en fait, ça ne veut pas dire que ce sera facile d'exporter, parce que une partie du coût à l'échange international, une raison pour laquelle l'échange international est difficile pour les entreprises, c'est parce qu'il y a plein de procédures supplémentaires qui s'appliquent quand on exporte. Typiquement, il y a des passages en douane, il faut faire des déclarations, etc. Et donc ça fait perdre énormément de temps aux entreprises important qui se mesure déjà hein, parce que même en anticipation, hein, il y a eu un effet très important sur l'investissement. L'investissement direct à l'étranger, le Royaume-Uni, c'était le pays où il y avait le plus d'investissement direct à l'étranger en Europe. Et aujourd'hui, c'est la France qui est devenue le premier récipiendaire d'investissement direct à l'étranger. Parce que les entreprises multinationales, avant, elles investissaient au Royaume-Uni pour accéder au marché européen. Et maintenant, elles savent que si elles investissent au Royaume-Uni, elles n'accèdent qu'au marché britannique. Et donc, elles se sont détournées massivement du marché britannique. Donc, un marché émergent, peut-être pas quand même, enfin, en tout cas pas dans le court terme, mais il y aura un prix très, très important lié au Brexit. Et ça, finalement, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été dit suffisamment aux Britanniques, hein, que le coût, les économies liées au fait de ne plus participer au budget européen, elles sont vraiment très anecdotiques par rapport aux coûts liés à la perte de l'accès au marché unique.
Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, donc déjà qui vous remercie pour la présentation et qui demande, savez-vous quelles sont les formations qui peuvent allier les sciences, maths physiques et les sciences économiques et sociales? Il y a le bachelor de l'IS, par exemple, qui a une composante math-éco. Après, certaines, alors je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que c'est les prépas BL qui font pas mal de maths et éco. Globalement, hein, l'économie, ça reste quand même un sujet sur lequel il faut commencer par avoir des bonnes bases en maths et en statistique aussi. Hein. Comme vous avez vu, on fait beaucoup de travaux statistiques, donc ça demande quand même des connaissances en statistique assez avancées. Voilà, toutes les formations qui vont combiner des maths et puis de l'économie sont très bien. Il y a beaucoup d'économistes aussi qui sont passés qui ont commencé par faire maths sup, de la physique, parce que finalement, il y a beaucoup de modèles économiques qui ont des ressemblances avec les modèles de physique. C'est des modèles dynamiques, surtout en macroéconomie. Il y a beaucoup de modèles comme ça qui ont des outils, qui utilisent des outils mathématiques proches de ce qu'on peut utiliser en physique. Donc voilà. Après, à la fac, c'est tout ce qui concerne, bon, évidemment, il y a des formations en économie qui combinent de l'économie et des maths. Et puis, il y a les formations en maths appliquées aux sciences sociales qui sont très bien parce qu'elles ont une grosse composante maths stats et puis une composante sciences sociales, donc plus sur les questions des sciences sociales. Mais bon, maths sup, ouais, prépa BL. Ensuite, il y avait la personne qui avait posé la question sur, sur un exemple entre un prix actuel et un prix avec la tarification, qui demande si pour la tarification carbone, pardon, si vous aviez un exemple pour la tarification carbone. Donc l'idée de la tarification carbone, le point de départ, c'est de dire les entreprises qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, elles doivent acheter des permis à polluer. Donc en fait, elles remboursent, enfin elles payent pour les émissions qu'elles font. Et donc plus elles polluent, plus elles doivent payer cher. Ce coût supplémentaire, finalement, ça rentre dans les coûts de l'entreprise. Donc après, elle va faire payer au consommateur sa pollution. Et donc là, le coût pour le consommateur, typiquement, ça dépend de à combien on achète les émissions, enfin les permis à polluer. Donc aujourd'hui, dans le cadre européen, je connais pas j'ai pas les détails en tête, c'est pas directement mon sujet, mais l'Europe a mis en place un système de permis à polluer. Donc il a introduit des permis à polluer qu'il a mis en vente sur le marché. Les entreprises ont commencé à acheter les permis à polluer. Et pour enclencher le système, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des permis très peu chers. Donc, les entreprises ont pu commencer assez facilement, sans beaucoup, à s'échanger des permis à polluer. Et au cours du temps, en fait, les permis sont de plus en plus chers jusqu'à arriver, alors je crois qu'aujourd'hui, les experts, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est de l'ordre de 50 € par... alors, 50 €, ça doit être par tonne de CO2. Moi, je dis peut-être une bêtise là-dessus parce que je ne suis pas très bonne en ordre de grandeur, mais disons que si vous regardez, si vous êtes intéressé par exemple sur ce sujet, il y a un économiste qui s'appelle Christian Gaulier qui est vraiment le spécialiste mondial de ce sujet-là, qui est à Toulouse. Et donc lui, il a sur ses écrits, il dit exactement quel est le prix auquel il faudrait aujourd'hui échanger la pollution. Donc voilà, il y a ce prix de pollution. Et après, sur la politique commerciale, ce qu'on veut faire, ce qui serait logique, c'est que le système de permis à polluer, il marche que pour les pays qui sont d'accord pour contribuer. Donc en Europe, on s'est mis d'accord pour dire qu'il faut réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc on va introduire ce marché du permis à polluer. On ne peut pas imposer à la Chine, par exemple, de participer à notre marché du permis à polluer. Donc la Chine émet des émissions de gaz à effet de serre et ne les compense pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire la Chine ne participant pas au système de permis à polluer, on peut taxer les produits chinois qu'on importe à hauteur de leur contenu en carbone. Donc là, la même chose, on calcule
dans le prix du bien, quel est le niveau, enfin, quelle est la quantité de gaz à effet de serre ou de CO2 qui a été émis pour produire une unité du bien. Disons, c'est, voilà, je sais pas, 20% du prix du bien, enfin 20% des coûts, voilà. Après, on applique le prix du carbone et on détermine un niveau de tarif qui est associé à un niveau de pollution. Et donc, ça permettrait donc de finalement faire refléter dans les prix des ventes aux consommateurs européens le vrai prix écologique de leur consommation. Donc, ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, ça permet de dire aux consommateurs, ben voilà, là, quand vous consommez ça, vous consommez un bien qui est très polluant et c'est pour ça qu'il est cher. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par le biais des accords de libre-échange et le multilatéralisme, on se rend compte qu'aujourd'hui, les produits qu'on taxe le moins à l'importation, c'est les biens qui sont les plus polluants. C'est les biens du style la métallurgie, la chimie lourde, etc. C'est des produits qui sont très polluants à produire. Donc, par exemple, le paracétamol, là, qu'on va relocaliser en France, c'est un produit qui pollue énormément. Et donc, quand on l'achète en Chine, finalement, on achète de la pollution qui a été faite à l'étranger. On ne paye pas pour des biens pollués sur ce paracétamol, mais si on taxait le bien en fonction de son niveau de pollution, eh ben, on pourrait justement réaligner finalement la politique commerciale et les enjeux environnementaux qui semblent importants pour tout le monde, et en particulier en Europe. Merci. Et ensuite, il y a Amanda Leloup qui demande quel rôle joue le commerce de pétrole dans le commerce international. Ça, je vous ai montré dans les slides. Bon, c'est moins aujourd'hui, ça a un peu diminué, mais pour nous, c'est à peu près ce qu'on importe, c'est à peu près 5% des importations, 5 à 10% des importations, c'est du pétrole aujourd'hui. Donc pour tous les pays. Et puis alors évidemment, c'est un bien qui est très particulier parce que la production est très très concentrée sur les pays Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Donc c'est vraiment, eux, c'est 80% de leurs exportations et ils exportent à tous les pays du monde et pour tous les pays du monde, ça va représenter à peu près 10% de leurs importations. D'accord. Et la dernière question que je vois pour l'instant, c'est Marie-Angéline qui demande doit-on nous tourner vers les produits issus de la mondialisation ou les produits locaux? C'est ce que j'ai essayé de dire, mais je suis allée un peu vite. C'est pas facile de répondre à cette question parce que parfois, quand on produit localement, on produit très polluant. Donc, on aimerait bien tous avoir une empreinte carbone moins forte. Une manière qu'on nous vend souvent, c'est de dire achetez local, au moins vous économiserez les coûts de transport. C'est vrai, les coûts de transport, ils participent au réchauffement et aux émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que si vous vous mettez à acheter, par exemple, des tomates produites localement en dehors du mois d'août, ces tomates, elles vont être produites en serre alors qu'elles peuvent être produites dehors dans un pays où il fait meilleur. Et donc, ce que vous allez économiser en termes de coûts de transport, vous allez le perdre en termes de production locale. Donc, du coup, pour répondre à votre question, finalement, c'est impossible aujourd'hui. Moi, j'ai envie de consommer plus raisonnable, mais c'est impossible de savoir parce que finalement, le contenu en carbone d'un bien, c'est le transport, mais ça représente encore une fois en moyenne que 10%. Et encore, il y a plein de modes de transport qui sont très peu polluants, donc ça dépend vraiment du mode de transport. En gros, acheter un bien qui a été transporté en avion, ça, c'est jamais, c'est quasiment jamais bon du point de vue écologique. Si vous achetez des biens qui ont été transportés par cargo, c'est très peu polluant de transporter les biens par cargo. Et par contre, parfois, ça économise beaucoup en pollution de produire à plus grande échelle. Donc, par exemple, on a toujours en tête les énormes fermes. Et c'est vrai, quand on dit on produit sur des hectares dans des fermes gigantesques, ça paraît insensé du point de vue écologique, mais les économies d'échelle parfois sont très importantes et c'est parfois bien meilleur du point de vue écologique de produire à grande échelle que de démultiplier les lieux de production. Donc, par exemple, faire du potager urbain, c'est pas bon du point de vue écologique parce que le potager urbain, c'est
produire à très très petite échelle, donc comparativement, ça peut être souvent assez polluant par rapport à produire 50 km plus tard, plus loin, transporter les biens, mais les produire à plus grande échelle et donc avec des productions qui sont moins polluantes. Donc honnêtement, moi je pense qu'il y a vraiment une impossibilité de répondre à cette question et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut vraiment avancer sur les questions de tarification du CO2. Et puis, même si on n'est pas encore à la tarification du CO2 aux frontières parce que c'est compliqué du point de vue de la négociation européenne, moi je pense qu'au minimum, on devrait demander à avoir des espèces d'indicateurs de pollution, comme on a les Nutri-Score sur les biens. Les biens les produits de l'agroalimentaire, on pourrait très bien avoir un écolo score pour savoir quels sont les biens qui sont les plus polluants. Parce que c'est très, très difficile à dire. Ça dépend beaucoup du type de bien. Il y a des types de production, encore une fois, qui sont beaucoup plus polluantes. La métallurgie, la chimie, c'est vraiment des processus qui sont très, très polluants. Le pétrole, évidemment, hein, je n'en parle même pas. Il y a des modes de production qui sont plus efficaces que d'autres dans certains pays, donc c'est quasi impossible de répondre à cette question. D'accord. En attendant, il y a une nouvelle question. Quelles seront les conséquences de la baisse de TVA en Allemagne dans le commerce international, notamment au sein de l'Union européenne? L'espoir, c'est que ça crée de la relance pour toute l'Union européenne. Donc, comme vous l'avez vu, hein, en Europe, on échange beaucoup les uns avec les autres. Donc, quand le marché européen va bien, finalement, tous les producteurs vont bien. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une baisse de TVA qui va s'appliquer à tous les biens qui sont vendus en Allemagne, y compris les biens qui sont importés depuis l'étranger. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de compétitivité, les prix des biens qui sont produits en France et exportés vers l'Allemagne vont avoir tendance à diminuer. Et donc, ce qu'on espère un peu, c'est que ça va permettre ça va conduire les consommateurs allemands à consommer plus et ça va profiter évidemment aux producteurs allemands, mais aussi aux producteurs français qui exportent vers le marché allemand. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très peu d'entreprises, mais c'est des entreprises importantes, donc peut-être que ça va aider un petit peu à relancer l'économie française. Et de manière plus générale, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est très important. En Europe, on a un peu un problème de type macroéconomique qui est qu'on a ce qu'on appelle des déséquilibres courants, c'est-à-dire que globalement, tous les pays du sud de l'Europe sont en déficit commercial et ils sont en déficit commercial principalement vis-à-vis du nord de l'Europe. En gros, on a le nord de l'Europe qui produit plus que ce qu'il ne consomme, le sud de l'Europe qui consomme plus que ce qu'il ne produit, et à l'intérieur de l'Europe, des déficits courants très importants. Et donc ça, c'est un gros problème macroéconomique qui se pose depuis plusieurs années et qu'on ne sait pas très bien résoudre. Donc, notamment à travers cette baisse de la TVA, ce qu'on espère, c'est que ça va aussi conduire à augmenter un peu la demande en Allemagne et que ça va bénéficier non seulement ça va réduire un peu l'excédent commercial allemand, mais peut-être que ça va bénéficier aussi un petit peu aux pays du sud de l'Europe, dont la France. D'accord, merci. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment de les poser. Je ne sais pas si je peux envoyer mes slides parce que j'avais mis, enfin bon, je ne sais pas si ça intéresse des gens, mais comme il y avait pas mal de petites références de liens hypertextes là. Il me semble que normalement, ils peuvent le mettre dans les ressources du site du CNSCAM. Ok, je ne sais pas où c'est, mais je trouverai. En tout cas, si jamais vous avez des questions après, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous regardez sur Internet Isabelle Méjean et vous me trouverez facilement. Vous m'envoyez un mail et puis je suis ravie de poursuivre la discussion. En tout cas, là, moi, pour l'instant, de mon côté, je vois aucune nouvelle question. Donc, peut-être qu'on va arrêter là pour le moment. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous, Isabelle Méjean,
déjà d'être la marraine de ce Science Camp et aussi pour cette conférence très intéressante. Je vous envoie dans le chat un petit formulaire qui est vraiment très très rapide à remplir, histoire d'avoir quand même un petit retour de votre part sur cette conférence. Pour moi ou pour les étudiants? Pour les étudiants. Ah oui. J'aurais dû préciser. Je me demandais, je crois que c'est un peu vite. Non, désolée, j'aurais dû préciser que c'était pour les étudiants. Je vois plusieurs remerciements là dans le chat. Donc merci encore Isabelle. Et bonne soirée à tous, bonne fin de journée. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci.